Bonsoir à tous, moi je m'appelle Caroline, je suis directrice commerciale de Théodo. En 2015 on était 30, aujourd'hui on est 220, donc je vais vous raconter quelques anecdotes. Bonsoir, donc je m'appelle Florie. Alors, depuis quelques mois, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Meilleurs Agents, qui a aussi doublé ses effectifs en 1 an et demi, quasiment. Donc, pas mal de choses à raconter aussi. Et auparavant, j'étais chez Frichti, que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà goûté, où pendant 2 ans, effectivement, je les ai rejoints. C'était une petite cave. Et puis, quand je suis partie, on était 250. Donc, il y a eu pas mal de travail aussi dont je peux vous parler. Bonsoir, Nadia Vedrune. Donc, j'ai été responsable de recrutement chez Apple et chez Uber, et donc j'ai participé au développement, notamment de chez Uber. Quand je suis arrivée, c'était en 2014, on était 600 dans le monde. Je suis partie, on était 18 000. Et en Europe, c'était peut-être 30 personnes. Et quand je suis partie, il y avait peut-être 1500 ou 2000 personnes. Et depuis, j'ai monté ma structure en fait, où je fais du conseil en talent acquisition et management et développement personnel, voilà, professionnel. J'ai un deuxième micro. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Agnès. Je dirige le développement de chez Doctolib. Donc, j'ai toujours eu plein de casquettes à la fois. Mais depuis le premier jour, j'ai eu donc la casquette RH et également maintenant, aujourd'hui, développement international. Et donc, je suis arrivée chez Doctolib il y a 4 ans. On était une dizaine et aujourd'hui, on est 700 personnes dans 2 pays. Voilà. Donc comme vous voyez, on pourrait passer 2 heures sur chacune d'entre elles. Ça va être probablement un peu frustrant, mais aussi hyper intéressant. Donc si on devait résumer un petit peu les points communs entre les différents scales de toutes ces entreprises et donc l'accompagnement de toutes ces personnes, ce qui ressortirait, donc il y a peut-être un point important à aborder au début sur le recrutement, à savoir donc la partie stratégique du recrutement, comment est-ce qu'on anticipe ces recrutements, quelle est la place du recrutement dans tout ce scale-up. Ensuite, donc une partie importante sur la culture. Comment on scale une culture, quelle est la place des fondateurs dans cette culture. Et enfin, une part aussi sur la gestion donc des carrières en interne, tout ce qui va être mobilité interne, comment est-ce qu'on fait évoluer les talents, comment on trouve le bon équilibre entre l'évolution en interne et faire venir des talents de l'externe. Donc sur tous ces points-là, on va avoir les éclairages de nos brillantes intervenantes. Donc peut-être pour commencer sur le recrutement, Nadia, tu me disais tout à l'heure, quand on discutait un peu en préambule, que pour toi le recrutement c'est une fonction qui est hyper stratégique, ce qui est quelque chose qui peut parfois échapper dans certaines startups. Et donc, est-ce que tu peux mieux nous expliquer ça ? Oui, tout à fait. Enfin, quand on recrutement, que ce soit une petite entreprise ou une entreprise déjà installée, finalement, vous confiez l'avenir de votre entreprise à un recruteur. Si je dois parler notamment de mon expérience chez Uber, c'est peut-être celle qui va vous intéresser le plus. On n'avait pas de RH à l'époque, donc on avait mon manager qui était un ancien consultant et il a recruté en même temps 3 recruteurs, dont moi. On était sur Londres et on était tous expérimentés. Parce qu'en fait, tu arrives, il te file son Amex, tu vas acheter ton ordinateur à l'Apple Store et tu commences à recruter. À l'époque, Uber, personne ne connaissait, donc il y avait personne ne postulait. C'était pas on publie et on prie pour avoir des candidats le lendemain matin sur la plateforme. C'était à nous d'aller les chercher. Donc trouver du top talent dans des pays déjà existants comme Paris ou lancer Madrid et Athènes par exemple. Sachant que moi, la pression c'était si tu ne recrutes pas le général manager et l'équipe d'Athènes, on ne lance pas Athènes. Donc, trouver des candidats sur un produit que personne ne connaît, du top talent, donc des gens qui venaient en général, surtout pour les managers management stratégique, consulting stratégique, leur dire tu vas prendre un pay cut de 30% et peut-être, si tout va bien, dans quelques années, quand on ira en IPO, ça se passera bien pour toi. Un petit peu compliqué, donc clairement, on est face à une fonction de recrutement qui est à la fois qui est purement people et qui doit avoir une vision hyper de business acumen, être un business partner avec les managers déjà en place pour comprendre véritablement le business et ensuite derrière le traduire en comment je vends en fait mon entreprise et mes postes à mes candidats potentiels. C'est du pur storytelling et
Et clairement, il faut une vision stratégique, il faut une vision humaine, il faut beaucoup d'organisation pour trouver tous ces candidats qui ne connaissent pas votre entreprise et qui vont qui vont façonner en fait votre entreprise de demain. Donc un mauvais recrutement sur quelqu'un qui va manager une ville, c'est assez compliqué à récupérer par la suite. Donc clairement, voilà, enfin, un recruteur, il possède votre boîte en fait, donc c'est hyper important. Sur la partie recrutement, ce qui est aussi ressorti des conversations qu'on a pu avoir et qui semble hyper important, c'est le moment, la façon dont on anticipe les recrutements. Donc j'imagine que vous avez tous un petit peu ces préoccupations de savoir quand lancer un recrutement, d'avoir l'impression d'être toujours un petit peu en retard sur tous les recrutements, et donc comment structurer ça et anticiper ça. Et Florie, je crois que toi tu as justement un retour d'expérience là-dessus chez Frischti ou peut-être même chez Meilleurs Agents aujourd'hui, sur la façon dont on structure bien cette approche du recrutement. Alors oui, en tout cas j'ai eu une expérience. Alors en fait, ce que j'expliquais quand on préparait cette table ronde, c'est que ce que je disais, c'était un peu le proverbe scale-toi toi-même et ensuite tu pourras scaler. Donc en fait, un des écueils, c'est que rapidement, en fait, les managers vont recruter par eux-mêmes. Eux-mêmes sont très pris dans l'opérationnel. Donc, vous allez recruter quelqu'un en RH qui va venir vous aider. Seulement, en fait, quand vous avez 50 postes à recruter en même temps, une seule personne, c'est pas forcément suffisant non plus. Donc, je pense que la première approche, c'est déjà de scaler par les outils. Il existe plein d'outils auxquels vous pouvez vous intéresser pour recruter. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les ATS par exemple, parce que le public n'est pas forcément très RH. Donc, c'est les outils qui permettent de récupérer les candidatures et compagnie, et de les traiter en fait de manière efficace, et notamment de les partager avec les managers. Donc ça, par exemple, c'est un des premiers trucs à faire, il me semble, quand vous les scalez. Et puis ensuite, bien sûr, de construire une équipe RH qui elle-même va pouvoir recruter. Donc là, je rejoins du coup Nadia, donc recruter un talent acquisition manager ou en tout cas une chargée de recrutement qui puisse elle-même vous aider. Et au fur et à mesure, vous allez décharger, je pense, les managers du recrutement. Alors après, il y a plusieurs visions des choses. Je connais pas mal d'entreprises aussi qui décident de conserver une partie super importante du recrutement auprès du manager. Pour le coup, nous on avait trouvé chez Frischti que c'était super important d'avoir un filtre commun par une personne ou plusieurs personnes qui en tout cas avaient l'habitude de le faire, et que du coup c'était super efficace qu'elles puissent proposer une shortlist de candidats par exemple aux managers et les aider là-dedans. Voilà. Super. Et ça me fait penser aussi, donc nous chez Algolia, on est presque 300 aussi maintenant. Et je trouve que ce qui est très intéressant quand je vois les questions que je peux avoir d'homologues dans d'autres startups, c'est aussi à quel moment on commence une startup avec des recruteurs et à quel moment est-ce qu'on décorrèle les fonctions de recrutement et les fonctions aussi de RH ou de talent manager. Agnès, je crois que sur le recrutement, toi, tu as aussi des théories bien en place sur tout ce qui est plan de recrutement. Et peut-être tu as une perspective aussi sur ce moment-là où on peut commencer à décorréler ces fonctions. Oui, tout à fait. Donc moi, quand je suis arrivée chez Doctolib, j'avais 3 rôles. J'étais CFO, DRH, et j'avais aussi toute la partie account management. Donc je devais répondre au téléphone de tous nos clients avec une autre personne. Et donc les 100 premiers recrutements, on les a fait à 2 avec Stan, le fondateur. Parce que là, c'était la vision déjà d'aller vite. C'est-à-dire qu'on recrutait tellement qu'on ne pouvait pas se permettre... les 100 premiers recrutements, on les a fait en 5 mois, je pense. Et donc, on ne pouvait pas se permettre d'avoir tous les managers dont le but à l'époque était d'aller chercher des clients qui passent leur temps en entretien. Il y a aussi une vraie montée en compétences sur les recrutements. Donc nous, au début, on a fait le choix de recruter à 2 parce qu'on connaissait les exigences, on avait mis un processus d'évaluation des candidats en place très strict. Et donc, on a recruté les 100 premières personnes à 2. Et ensuite, on a recruté une équipe de recrutement, et c'est ça qui est très important, c'est qu'une équipe de recrutement, c'est pas une équipe RH, c'est une équipe de vente. Donc nous, nos équipes de recrutement, c'est des gens qui savent pas vraiment ce que c'est qu'un contrat de travail, etc. Enfin, on les a briefés comme on les brieferait sur un produit, mais ce sont des profils entre guillemets commerciaux. Et donc, c'est là où il ne faut pas se tromper à prendre un profil RH généraliste qui a fait une fac RH et qui n'est pas du tout la fibre, entre guillemets, de commercial, puisque nous, on a construit derrière une équipe de recrutement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a presque 35 personnes en recrutement chez Doctolib entre la France et l'Allemagne.
Et ce sont que des profils vraiment, entre guillemets, qui sont beaucoup plus sales. On a structuré toute cette organisation, c'est très proche de l'organisation commerciale en fait. Simplement, il y a évidemment une dimension humaine, une dimension d'assessment en plus qu'il faut vraiment structurer, mais c'est tout sauf une boîte noire. Et je pense que nous, ce qui nous a aidés, c'était de mettre des critères simples, d'avoir des outils, un reporting, etc. Et c'est ça qui permet d'arrêter de se dire, voilà, on a un plan, tout est en retard, on ne sait pas qui on recrute, on ne sait pas quels sont les besoins. En fait, il faut structurer la fonction recrutement comme on structurait sa fonction commerciale, je dirais. Et après, en fait, en effet, sur le moment où on a mis en place l'équipe, derrière, se pose vraiment la question de la priorisation. Et ça, c'est le plus dur. Parce que c'est vrai que les équipes ont plein de demandes et elles ont au maximum 24 heures dans leur journée. Et donc là, nous, ce qu'on a très rapidement mis en place, c'est un système de priorisation qui était reflété sur leur bonus. Et nous, en interne, en fait, on avait des étoiles. On avait des postes 4 étoiles où il fallait travailler dessus tous les jours. C'était hors de question de ne pas travailler dessus. Et puis 3 étoiles, c'est je fais mes objectifs de la semaine. 2 étoiles, c'est je fais que de l'inbound si j'ai des gens qui postulent. Et 1 étoile, c'est... je recrute quelqu'un que si j'ai vraiment une bonne opportunité, mais je suis pas proactif. Et ça, c'était un petit secret entre guillemets dans l'équipe RH, c'est-à-dire qu'on le partageait pas forcément aux managers parce qu'eux, ils veulent tout le monde tout de suite. Mais ça m'a permis de pas me retrouver dans des situations comme j'ai eu au début où mes équipes étaient très contents, ils avaient tous leurs bonus parce qu'on avait recruté 10 conseillers clients, mais il manquait le directeur commercial de Bordeaux où il y avait une concurrence maximale, où c'était un vrai problème pour le business de pas avoir cette personne et il n'était pas recruté. Et donc, du coup, il faut vraiment aligner les priorités du recrutement avec les priorités business. Donc, à chaque fois, c'est en fonction du chiffre d'affaires potentiel de la zone ou d'autres priorités business en fonction des boîtes. Voilà. Donc, un système de priorisation très simple qui nous a permis ensuite de nous assurer que la fonction recrutement suivait en fait les priorités stratégiques de la boîte, tout simplement. Et donc là, je peux pas ne pas passer la parole à Caroline, effectivement, sur ce lien entre recrutement et fonction commerciale. Toi, chez Théodo, vous avez quelque chose de très spécifique à partager là-dessus? Oui, tout pareil. Hein. Moi, je suis directrice commerciale, je ne suis pas DRH. Il n'y a pas de DRH chez nous. Et donc, les profils qui font du recrutement chez nous, en fait, c'est des personnes qui sont dans un programme. Et le recrutement n'est qu'une étape. Et donc, ils doivent faire leur performance. Et dès qu'ils ont leur performance, ils passent à l'étape d'après. Et donc, c'est très similaire à ce que dit Agnès. Et au début, quand on a commencé Théodo, on s'est dit, le recrutement, c'est facile. En fait, c'est plus facile de parler à un candidat qui sort d'école, qui est un peu perdu dans la vie. Tu lui pitches bien, c'est bon, il rentre. Et après, tu passes dans la cour des grands, tu passes avec tes clients. Et on a bougé dessus. Et maintenant, ils commencent par parler aux clients. Et après, ils parlent aux candidats. Parce que quand vous foirez un entretien de recrutement, d'ailleurs, c'est toute la promo qui est foutue. C'est-à-dire, vous faites n'importe quoi avec un des membres de la promo de Centrale Paris qui est là en train de sortir un job, là, vous êtes grillé. 300 personnes finies. J'exagère un peu, mais il faut être impeccable et être très sûr de soi et avoir beaucoup de why de la boîte derrière pour parler à des candidats. Donc on a inversé. Ok. Sur la partie, donc une fois qu'on a recruté tous ces talents, qu'on a fait des super recrutements et que le recrutement était très stratégique, après il s'agit de les retenir évidemment. Et donc la culture, alors c'est pareil, la culture on pourrait y consacrer un événement global, mais assez rapidement, donc juste pour essayer de moissonner vos perles sur la partie culture, de vos expériences. Et donc peut-être Florie, tu peux un petit peu nous dire toi, de tes expériences chez Frishti ou chez Meilleurs Agents, comme tu veux, quels ont été pour toi les points très importants pour scaler une culture, peut-être le rôle des managers, ou quels sont les points qui te semblent les plus pertinents? Ouais, ok. Donc en fait, la culture c'est fondamental pour grandir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce que vous allez faire doit être en alignement avec cette culture. Que ce soit d'ailleurs d'un point de vue business, tous les produits que vous allez construire, mais aussi la culture que vous voulez dans votre organisation. Et là, du coup, ça vient irriguer tous vos process RH. Et donc, dans un premier temps, quand on est une petite start-up, ce qui compte, je pense, c'est que en fait, les fondateurs, quoi qu'ils en disent, en fait, ils incarnent la culture de A à Z. Donc, vous ne pouvez pas grandir si quelques mois plus tard, les fondateurs ne sont pas alignés avec les pratiques qui sont en cours dans l'entreprise. Okay, donc, une fois qu'on a dit ça,
dès le démarrage, ils doivent être méga présents dans la définition de cette culture et aussi par la suite plus tard dans la diffusion. Donc ça veut dire, il ne suffit pas de dire notre culture c'est ça et de ne pas s'impliquer derrière. Et il ne suffit pas de dire en fait la culture doit vivre à travers nous tous et je vous laisse vous débrouiller pour gérer cette culture et faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. Donc en fait de A à Z présent sur la définition et sur la diffusion. Et après quand on en vient au RH, ce que je pense c'est que en fait les process RH ils doivent vraiment transpirer. Donc c'est une image un peu dégueu, mais qui a le mérite d'être assez claire. Ils doivent vraiment transpirer dans tout ce que vous faites. Donc en fait, c'est quoi? C'est la marque employeur. Donc qu'est-ce que vous allez dire en externe? Comment vous vous présentez en tant qu'entreprise? Ensuite, comment vous allez recruter? Donc là, le process, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais finalement, ils sont tous très différents d'une entreprise à une autre, et tant mieux, parce qu'en fait, ils reflètent la culture d'entreprise. Exemple, chez Frishti, on avait mis en place ce qu'on appelait des fit interviews. Donc en gros, vous aviez un espèce de comité culture, 2 personnes qui allaient venir rencontrer les candidats, même si ce n'était pas du tout pour travailler avec, par exemple, et se positionner uniquement sur la culture. Est-ce que oui ou non, cette personne a ce qu'on appelle le fit Frishti? Donc typiquement, voilà un exemple parmi tant d'autres. Après, vous avez l'onboarding, donc comment vous intégrez les gens, et ça c'est super important, c'est super clé, parce que si vous le ratez, en fait, vous n'avez pas donné les clés de compréhension de la culture aux nouveaux qui vous rejoignent. Or, en fait, c'est quoi les clés de compréhension de la culture? C'est les codes de l'entreprise, donc c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, et surtout qu'est-ce qui va me faire réussir dans l'entreprise. Donc ça, c'est super important de se pencher là-dessus et d'être certain d'avoir diffusé la culture à cette étape-là. Et puis après, on va à nouveau dans les process RH, vous avez tout ce qui concerne l'évaluation. Alors ok, évidemment, on va évaluer l'atteinte des objectifs d'un salarié par rapport aux objectifs business qu'on lui avait confiés, mais on va aussi, donc ça c'est le what, et on va aussi regarder le how. Et le how, c'est quoi? C'est la culture. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes dans une culture un peu requin assumée, dans ce cas-là, dans le how, vous allez pouvoir vous dire, ouais, la manière dont il a réussi à atteindre ses objectifs, je suis OK avec, et c'est check. Ou alors vous dire qu'à l'inverse, c'est pas du tout votre culture, et donc vous allez pouvoir orienter ce collaborateur en lui disant ok, t'atteins tes objectifs, mais derrière, attention à ta manière de faire, t'es pas assez dans l'entraide, t'es pas assez dans la bienveillance. Voilà, des exemples tout bêtes. Très exhaustif. Agnès, toi chez Doctolib, du coup la culture, j'imagine que tu as aussi eu bien l'occasion de réfléchir à ces problématiques-là. Est-ce qu'il y a des exemples concrets que tu pourrais partager avec nous sur cette façon de scaler la culture? Alors la culture, c'est un sujet pas facile, hein. Donc si je me souviens en fait des éléments de succès au début, déjà la première chose c'est que je pense l'exemplarité, le fait d'avoir des fondateurs et des dirigeants qui l'incarnent, donc que ça soit pas quelque chose qui paraisse ultra théorique et juste écrit au mur. Pour moi, une culture, si vous interrogez une personne d'entreprise et qu'il n'est pas capable de citer les valeurs de la boîte ou la définition de la culture au bout d'une semaine, c'est que en fait, vaut mieux peut-être pas l'avoir ou la retravailler, entre guillemets. Donc, il faut que ça soit quelque chose qui transpire, entre guillemets, par l'attitude de tout le monde. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que nous, si on n'avait pas eu la chance d'avoir un fondateur qui incarne à 200% la culture, je pense que ça n'aurait pas marché. Et après, le deuxième point, c'est quand on scale. Ce qui est très important, c'est de trouver des relais. C'est-à-dire que le fondateur, là, dans ces cas, il faut qu'il soit exemplaire et qu'il continue à transmettre la culture. Mais en revanche, il lui faut des relais. Ça veut dire que si demain, votre fondateur part en vacances et puis on voit qu'il y a des attitudes, etc., qui reviennent et qui n'étaient pas celles qu'on souhaitait, là, il y a un problème. Et donc du coup, l'objectif, nous, quand on a passé, je pense, la barre des 250, on a structuré. En fait, au début, déjà, on a structuré un comité de direction. Et un des rôles, quand on est dans un comité de direction, c'est d'être capable de relayer la culture, d'être exemplaire, de faire des retours, de la faire vivre. Et en fait, après, quand on a passé la barre des 250-300 personnes, on a structuré tout notre leadership. Donc là, c'est le top 100 entre guillemets de la boîte où on investit sur la formation en management et sur aussi la capacité à avoir un rôle d'exemplarité et d'inculquer la culture à ses équipes. Donc voilà, moi je pense que chez nous, le succès de la culture passe surtout par les managers
Et c'est aussi du coup le recrutement des managers qui va faire la différence. C'est-à-dire que évidemment, si on recrute en fonction de notre culture entre guillemets et des critères qu'on arrive à mettre en place liés à ça, j'ai envie de dire que c'est presque pas un effort entre guillemets. Moi, ça m'a jamais posé tellement de problèmes, puisqu'en fait, chaque fois qu'on a des coups de cœur sur des candidats, c'est aussi des gens qui ont un très fort fit culturel avec nous. Et donc finalement, c'est venu assez naturellement. Voilà. Mais c'est pas un sujet facile. Je pense qu'il y a beaucoup de recettes qui peuvent fonctionner, mais la clé quand on scale, c'est vraiment d'avoir des relais. La culture, c'est pas un sujet de fondateur en fait. Il faut que chacun se sente autant investi de faire la culture de la boîte que le fondateur. Et d'ailleurs, chez nous, les gens viennent me voir, ils me disent Agnès, faut changer ça, etc. Ils sont ultra investis tout autant que le fondateur en fait. C'est de réussir à transférer entre guillemets l'ownership de tout ça, que chacun se sente responsable de faire que la culture de la boîte fasse une boîte où tout le monde est heureux de travailler ensemble. Et il faut qu'il y ait beaucoup de cohérence aussi entre justement la tête et la façon dont tout le monde l'aperçoit. Justement, en parlant de recrutement de managers, Nadia, on parlait tout à l'heure donc évidemment de l'importance, comme Agnès vient de le dire, du recrutement du manager, mais aussi de cette fameuse articulation qui est assez critique dans les startups entre le moment où on fait monter des personnes en interne pour les développer, donc on se retrouve avec des managers qui connaissent par cœur justement le produit et la culture, mais qui n'ont jamais réellement appris à manager, et ce moment où on fait venir des compétences en externe. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où l'entreprise, dans le cas par exemple d'Uber, très rapidement en fait, croissance vertigineuse. Donc moi j'arrive, à l'époque, les responsables opérations et les marketing managers dans chaque ville faisaient leurs tickets eux-mêmes, donc des chauffeurs et des riders le soir. Donc ils avaient une double journée et ils résolvaient les problèmes. Un an après, je recrutais la personne qui allait gérer et monter des BPOs, donc dans des centres de customer support, si vous voulez, dans 3-4 pays. Donc quelqu'un qui clairement vient avec 15-20 ans d'expérience, donc on n'a pas l'expertise en interne, et c'est pas quelqu'un même qui a fait Centrale et qui a 3 ans d'expérience et qui est super bon, qui va pouvoir le faire. Donc ça, c'est une première chose. Là, c'est un no-brainer, on va chercher à l'externe. Il y a quelque chose, il y a une autre, je pense qu'il y a autre chose, c'est quand par exemple chez Uber, rapidement, les équipes grossissent, donc forcément, il faut trouver des managers pour manager ces équipes-là, et en général, la chose qui se fait naturellement, c'est de prendre des gens qui sont en place depuis 2 ans, ou 1 an, ça dépend, et de les passer managers. Donc on s'est retrouvé rapidement avec 40% de nos managers qui étaient managers pour la première fois. Et ça devient parfois un peu compliqué. C'est-à-dire que c'est pas une question de niveau et de se dire pourquoi celui-là et pas un autre, c'est manager 5, 10, 15 personnes, c'est pas la même chose que de s'auto-manager. Et surtout quand on a une croissance qui va tellement vite que demain, vous allez avoir vos collègues qui vont vous dire « Et moi, comment tu me développes ? Et c'est quoi mes axes de développement ? Et what's next ?» Donc tout ça, une personne qui manage pour la première fois, c'est assez compliqué à gérer. Donc il faut des personnes qui savent déjà, ou alors les former. Et c'est là où on arrive à un moment donné où on va mettre des levels, donc un junior, un senior, et puis créer des paths de développement. Et le développement doit venir rapidement si on veut justement retenir tous ces gens qui sont là depuis 2-3 ans et qui ont une aspiration grandir. Voilà. Donc, une dernière chose, c'est qu'il a fallu quand même expliquer énormément aux gens pourquoi on recrutait des gens un peu plus seniors. Voilà, donc à l'époque, je vous disais, on n'avait pas encore vraiment de RH, donc ça passait par les recruteurs finalement, qui étaient des people en fait. On va dire qu'on était aussi des people managers. Expliquer finalement aux employés pourquoi en fait, ils ne pouvaient pas passer senior en l'espace de 6 mois et qu'il y avait une compétence, une expertise qu'on développe, mais pas aussi immédiatement. Et donc sur cette question du career passing et donc du développement des carrières en interne, donc Caroline, chez Théodo, vous avez aussi un exemple génial que tu peux peut-être nous raconter un peu plus avant qu'on prenne vos questions. Ouais, juste pour rebondir sur ce que disait Nadia, c'est super marrant, effectivement, un jeune manager, il est complètement largué, mais largué. Et du coup, nous, tous les vendredis à midi, on fait des coaching dojo, comme le judo, où en fait, on fait du théâtre. Et en fait, il y a tous les managers qui ont tous jamais managé de leur vie. Et on fait du théâtre, on joue une situation difficile pour l'un d'entre eux. Et il y a le CEO de Théodo qui est là.
et qui est maître de cérémonie, entre guillemets. Donc ils font du théâtre, et puis dès que la phrase répondue par le manager est pas bonne, il dit stop, à votre avis, et là il demande aux autres qu'est-ce qui va pas. C'est trop marrant. Pour ceux qui sont un peu plus seniors, c'est vraiment drôle, mais on oublie qu'on était à leur place il y a 2 ans. Ouais, donc sur le career pathing, donc nous on est passé de 30 à 200 en 4 ans. Et on a eu un méga problème, c'est que les gens qui étaient bons, qui étaient C-level, ils partaient pas. Du coup, ceux qui étaient en dessous, ils disaient mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qu'on leur propose? Donc soit vous perdez vos talents qui sont super bons, mais juste il y a quelqu'un au-dessus d'eux qui est aussi très bon, donc qu'est-ce qu'on fait? Et là, Fabrice, un des fondateurs de Théodo, a une idée de génie. Il a dit en fait pour scaler, on va pas devenir 200 nous Théodo, on va permettre aux gens qui sont très bons de créer des BU. Alors on appelle ça des business units qui vont être leur start-up en fait. Et aujourd'hui, Théodo, on est 100 et derrière il y a 7 startups qui sont pilotées par des anciens de Théodo qui étaient très bons mais qui ne pouvaient pas devenir CEO à la place du CEO parce que le CEO est très bon aussi, qui sont devenus CEO de leur BU. Et ça nous permet à nous plusieurs choses, c'est garder les meilleurs parce qu'ils ont des perspectives très concrètes, ils ont des parts évidemment de leur BU, ils sont dirigeants. Ils sont tout à fait autonomes de Théodo. Moi, en tant que directrice commerciale de Théodo, j'ai aucun droit de regard, ni une quelconque autorité sur qu'est-ce qu'ils font de leur business. Et on préserve la culture start-up, parce que du coup, on a une boîte de 100, et je vais schématiser 7 startups de 20, plutôt qu'une boîte de 200. Donc on repousse un peu le problème. C'est bien. Génial. Donc on va peut-être laisser un petit moment pour vos questions. J'imagine que vous en avez plein. Il nous reste quelques minutes. Oui. Merci pour vos différents exemples et retours d'expérience. Je me demandais surtout quel était à peu près le bon moment selon vous, justement vos expériences passées, sur le recrutement d'un premier recruteur et d'un premier RH, de façon plus générale. Moi, je dirais en fait tout dépend de ton modèle, mais à partir du moment où le recrutement fait partie de ton plan pour la croissance de la top line, je pense qu'il ne faut pas prendre le sujet à la légère. Donc si tu dis je vais réussir à faire mes résultats qu'à condition d'avoir une équipe de 10 personnes, recruter 10 personnes, je pense que ça demande une équipe. Donc je dirais dès que tu as des objectifs de recrutement concrets avec aussi les moyens qui vont derrière. C'est-à-dire que tant que tu es dans la phase peut-être seed où tu te dis je vais faire que des recrutements mais je vais leur offrir des parts ou des salaires qui ne sont pas de marché, etc. Là, il faut encore rester dans le recrutement par le fondateur, je pense. Et après, le plus tôt possible, dès que tu as la possibilité d'avoir un vrai plan de recrutement validé avec les fonds qui vont derrière, et à partir du moment où c'est business critical, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des modèles où, par exemple, l'acquisition en ligne peut être plus critique que le recrutement. Si c'est ça qui va déterminer votre croissance, à ce moment-là, c'est peut-être pas le meilleur investissement dans une optique où on a peu de ressources. Mais dans tous les modèles où les équipes sont des déterminants de votre top line, puisque l'objectif au début c'est de passer le cut et de réussir à délivrer votre plan que vous avez vendu à des investisseurs. Donc je dirais à partir du moment où ça peut contribuer à ça, il faut le faire. Merci beaucoup pour vos interventions. Vous êtes toutes sur des fonctions RH, et moi ma question elle est assez simple, c'est presque. Qui a fait de la RH avant et qui du coup vient plutôt de profil business par exemple, entre vous? Alors moi en fait je m'occupe de la fonction RH, mais je fais aussi toute la partie développement international, donc je suis à cheval entre les deux. Et en fait pour nous chez Doctolib, la RH est une fonction business. En fait on a un département qui est on a 3 équipes dans les RH. On a le talent acquisition, donc là il y a quelques profils RH, mais on a plein d'évolutions internes, des anciens des ventes, du customer service, etc. Mais donc je dirais c'est à peu près 60% quand même de personnes avec un background RH au recrutement. Ensuite, il y a les opérations RH. Donc là, pour le coup, c'est la fonction reine où il faut des gens avec une vraie expérience RH parce que c'est toute la partie legal, paye, etc. Et donc là, tu es obligé d'avoir des professionnels, donc c'est des experts.
Donc ça, c'est le département avec des personnes avec un background RH. Et ensuite, nous, on a lancé une équipe qui s'appelle People Success, qui est un mélange de ce qu'on appelle learning et development dans des plus grands groupes. Mais nous, on trouvait que ça faisait un peu trop grand groupe, donc on a changé le nom. Et là, en fait, nous, c'est plutôt des profils soit ex-manager de Doctolib, soit profil plus consulting, parce qu'en fait, c'est organiser toute la formation, la structuration de la boîte. Et là, c'est pas du tout des profils RH. Et moi-même, j'avais jamais recruté personne avant de rejoindre Doctolib. Donc je pense qu'en early stage, c'est pas du tout nécessaire d'avoir une expérience, sauf sur la partie opérationnelle. Et donc, en fait, avant de travailler pour la première fois en start-up, j'étais dans des grands groupes. Et alors, pour ce qui me concerne, du coup, finalement, je me demandais pourquoi j'avais choisi RH. Et au final, la révélation, c'était justement en start-up. Et du coup, pourquoi en fait, comment dire, ce qui est super intéressant en start-up, en RH, notamment pour quelqu'un qui a un profil RH, c'est que du coup, vous êtes complètement immergé dans le business. Et je pense que personnellement, c'était ça qui me manquait. Après, ce que ça m'a apporté, et du coup, ce que je pense avoir pu apporter, c'est que déjà, en fait, tu apprends à avoir des réflexes et aussi des convictions. Et ça, c'est super important. Alors après, la bonne balance, parce qu'on voudrait surtout pas avoir des ayatollahs des RH, c'est pas l'idée, mais en tout cas, c'est hyper bien, je pense, d'avoir des personnes qui peuvent guider les managers sur des choses. On se dit souvent que les RH, c'est beaucoup de bon sens, c'est vrai, mais c'est aussi des convictions et des choses qu'on apprend. Le management, en fait, pour beaucoup de personnes, c'est pas inné. Or, ce sont des choses que tu apprends quand tu es en RH. C'est une grosse partie de ton job, c'est l'accompagnement des managers. Parfois, même si on devait le résumer, je pense que ça peut se résumer à ça. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que je pense que si la question c'est qui je vais embaucher pour créer mon équipe RH, en fait, des gens qui viennent du business, c'est super intéressant. Des gens qui viennent des RH aussi, s'ils ont un mindset hyper orienté business et que ça les intéresse d'être au cœur du réacteur et de justement pas être dans une fonction RH. Les RH parlent au RH. Voilà. Moi, je suis commercial 100%. Donc, tu vois, 3 pour 2. Bonjour. Merci pour le talk, du coup. Moi, j'ai une question. Alors, c'est plus pour valider si j'ai bien compris. C'est qu'au début, la partie RH va se faire plus près des fondateurs, près de la personne qui s'occupe de toute la partie RH. Puis ensuite, il y a des formations qui se mettent en place, plus ça grandit. Et j'ai l'impression que ça passe plus à grande échelle, d'un mode où on va recruter plus basé rigoureusement sur les valeurs, mais plus sur un renforcement à travers les formations des recrutements qui ont été faits, parce que vous n'avez pas pu valider en fait un recrutement par valeur. Je ne sais pas si j'ai été clair. Moi, je suis pas sûre d'avoir compris Ok, ça. je vais essayer de reformuler. En tout cas, je crois pas qu'on fonctionne comme ça. Enfin, en tout cas, il me semble, dans tout ce que j'ai entendu, mais il me semble que le recrutement fondé sur les valeurs est un non négociable. Enfin, je pense pas. Je pense qu'aucune d'entre nous... Ah, peut-être, non, mais il me semble qu'aucune d'entre nous fait de concessions sur la partie valeur au moment du recrutement, parce qu'il il faut recruter à tout prix, quitte à ensuite former les personnes. Je pense qu'un mauvais recrutement peut avoir un impact extrêmement négatif, et donc dans la mesure du possible, alors, je me suis mal exprimé, du coup, c'est pas forcément une concession, c'est plutôt une limitation réelle de ce qui peut arriver dans la réalité. On peut pas checker en fait tous les recrutements à grande échelle. Et donc, en fin de compte, les recrutements peuvent se faire par souci de personnalité, par fit de personnalité avec d'autres candidats. Et donc, je me demandais si si le seul moyen de combler cette limitation réelle, c'était de faire des formations. Ou peut-être que je suis complètement faux. Alors, en tout cas, chez Algolia, c'est absolument pas le cas. Enfin, c'est-à-dire, on recrute absolument, on est des ayatollahs de la culture. Donc là, tu peux absolument pas passer entre les mailles du filet, c'est tragique. Mais et il y a quand même des formations derrière, donc tu es inondé de culture. Et en revanche, je ne sais pas si les autres, vous avez des expériences de ça, de moments de recrutement très rapide ou finalement la logique de volume. Peut-être. Je pense que c'est justement un écueil quand tu scales, de pas suffisamment le faire.
Et donc, je pense que notre recommandation, qui est, j'ai l'impression, assez partagée, c'est ne pas oublier, si tu scales, de bien diffuser cette culture et être attentif justement à tous ces petits moments où tu devras diffuser la culture. Je ne sais pas si j'ai bien... Ouais, effectivement, il y a une question de valeur, culture quand tu recrutes. Après, ça dépend à quel point la valeur et la culture est définie dans l'entreprise. En l'occurrence, chez Uber, au début, quand je suis arrivée, j'ai demandé c'est quoi la culture. On m'a donné 2 soft skills qui étaient, en anglais, super pumped et le hustle. Donc, en fait, tu traduis ça par t'es super motivé et t'as la niaque. Bon, en dehors du fait qu'il fallait recruter des top talents. Donc, à un moment donné, ça atteint ses limites, ce genre de valeurs. Bon, un an après, on avait 15 valeurs. Donc, recruter contre 15 valeurs, c'est un petit peu compliqué. Donc, finalement, en fait, ce qui va être ta baseline, c'est les gens aussi qui sont là depuis le début, qui sont passionnés aussi par ce qu'ils ont monté. Et toi, en tant que recruteur, quelque part, tu imprègnes toi-même ton recrutement de ta propre personnalité, si tu veux, de ton skill, en fait, de tes skills. Et donc, à un moment donné, ce qui arrive aussi, c'est que tu dois aussi, en tout cas, bien expérimenté, c'est former les managers et les gens qui sont dans l'entreprise à recruter. Parce que ça, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Et donc, pour éviter, encore une fois, des écueils où les gens n'ont pas forcément une bonne expérience candidat, tu es obligé, en fait, de former aussi tous les gens qui vont, à un moment donné, dans le process de recrutement. Et quelque part, finalement, cette culture, elle va se développer comme ça. Et ensuite, tu installes, on installait des bar raisers où, à la fin, on se mettait en comité, on disait alors oui, non, et on discutait ensemble. Et le recruteur avait un mot à dire, parce que tu défends aussi ton candidat. Donc, à un moment donné, en fait, c'est pas une table ronde, mais on s'aligne finalement sur c'est quoi les compétences sur lesquelles on ne veut pas faire, on veut absolument pas faire défaut. Et à un moment donné, on scale. Donc, on va peut-être pas, c'est pas qu'on va être moins exigeant, mais on va commencer à se poser la question. Cette nouvelle personne, elle arrive dans une équipe. Aujourd'hui, il me manque quoi comme compétences dans cette équipe exactement pour que ça soit un fit, mais pas une personne qui va avoir qui va ticker tout ce qu'on voulait peut-être au début. Donc plus, voilà, on a une équipe maintenant, comment ça s'intègre gentiment et doucement. Ok, donc on me fait signe qu'il n'y a plus beaucoup de temps, on prend peut-être une dernière question. Okay. Bonjour. Non, il y avait... Bon, on dit 2 questions. La jeune fille et Monsieur Supermood. Vas-y. Du coup, moi, c'était une question par rapport au Career Pass, donc on n'a pas énormément parlé. Ma question, c'était est-ce que vous l'avez systématisé dans vos boîtes? Enfin, en gros, à quel moment ça devient un peu processisé et jusqu'à quand on laisse les managers faire un peu leur tambouille, si je peux parler comme ça? C'est très standardisé, très processisé. J'ai pas le souvenir qu'à un moment, ça a été les managers qui font leur tambouille. Dès le début, en fait, quand tu recrutes dans un programme, en fait, les étapes du programme, elles sont claires. Enfin, 100% des gens chez nous sont dans un programme. On ne recrute pas pour un job en particulier. Chaque personne a une track. Donc, c'est super clair. Mais on peut se le permettre parce que, on a la croissance. Donc, on sait que dans 3 ans, on peut permettre un poste de C-level à quelqu'un. Si tu ne fais pas de croissance, tu ne peux pas faire ça. Et on est une boîte avec ce système d'incubateur dont je vous parlais aussi, ça permet de faire des tracks. 100%. Je pense que Théodo, vous avez de la chance que vous avez un modèle, vous pouvez vraiment permettre ça. Je pense pas du tout que ça soit possible pour tout le monde. Nous, pour vous dire, là, on est 700 et on est en train de travailler dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de perspective de carrière. Au contraire, nous, on a gardé tous les meilleurs depuis le début parce qu'en fait, il y a eu énormément d'évolutions internes. On a, je pense, plus de la moitié du management qui est born and raised chez Doctolib. Donc, notre directeur commercial, il a 250 personnes et il est rentré BizDev avec aucune expérience de management. Donc, pour le coup, ce qui est important pour moi au début, c'est de pas trop investir sur le career pass, mais plutôt investir sur la formation. Parce qu'en fait, les gens resteront s'ils se développent, s'ils apprennent, s'ils ont l'impression de chaque jour être meilleurs et d'être challengés. Et donc, nous, on a beaucoup investi sur la formation, notamment la formation au management. Et maintenant, on essaye de donner de la lisibilité, etc. Et nous, on s'est énormément appuyé aussi sur les managers qui connaissent bien leur métier, qui ont du bon sens, qui sont là, qui sont bienveillants, et on s'est assuré que la mobilité se faisait bien et tout ça est fluidifié par... nous, on a mis en place un truc très simple, c'est qu'on fait une newsletter tous les mois qui s'appelle le Mercato,
où on dit tous les postes à pourvoir. Donc on essaye en général de publier les postes dans le mercato. Parfois il y a des gens qui se chassent entre eux en interne avant même qu'on ait le temps de le mettre dans le mercato, mais on essaye de le mettre. Et comme ça fait que... Enfin, le mercato, pour nous, il a 2 rôles. Le premier, c'est la recommandation. C'est que souvent, plutôt que d'avoir quelqu'un de l'équipe, tu vas avoir quelqu'un de ton entourage à recommander. Et nous, c'est 30% de nos recrutements et c'est notre premier levier. Et le deuxième, ça va être aussi en interne, que les gens puissent se rendre compte qu'en fait, il y a plein de possibilités transverses. Et nous, on a beaucoup de mobilité, bien sûr, vers le haut, parce qu'on a maintenant, je pense, 250 managers et on n'en avait aucun avant, et je pense qu'on a recruté moins de 30% qui étaient des managers externes. Et il y a aussi beaucoup de mobilité transverse. Moi, dans mon équipe, j'ai la moitié, j'ai 4-5 personnes qui étaient absolument pas dans cette équipe avant, qui ont bougé. Il y a des équipes où il y a quasiment que de la mobilité interne, etc. Donc pour le coup, pour nous, ça a été un élément clé de succès. Mais je dirais, n'intellectualisez pas trop le truc au début, sauf si c'est un modèle qui permet, dans lequel c'est constitutif, comme le cas de Théodo. Mais par contre, il faut se concentrer sur la formation et pour faire que les gens aient les moyens d'évoluer. Parce que c'est beau de dire, je vais te faire passer de là. Si les gens n'ont pas le niveau, ça ne servira pas à grand-chose. Et l'autre truc, c'est moi, je voulais pas le faire trop tôt aussi parce que ça fait un peu grande boîte quand on vend un esprit entrepreneurial, etc. De dire, voilà, tu as des grades, etc. Il faut le présenter correctement en termes de communication parce qu'on veut aussi garder la flexibilité et l'esprit entrepreneurial qui va avec. Voilà. On va juste prendre rapidement une dernière question. Bonjour. Moi, ma question concerne la marque employeur. Vous l'aviez évoqué. Est-ce que vous constatez quand les effectifs grossissent que c'est important d'investir à ce niveau-là? Si oui, avec quelle méthode? Voilà. Alors oui, je pense que c'est important d'investir le sujet parce que si vous êtes dans une petite start-up pas très connue au démarrage, dont le produit en fait n'est pas très connu, ou d'ailleurs autre exemple que vous êtes en B2B pur et dur et que du coup le grand public vous connaît pas forcément, vous avez besoin de vous faire connaître et d'aller investir les écoles, les différents sites de recrutement. Et après, je pense que du coup, un super moyen de le faire, c'est d'utiliser vos salariés, de les envoyer faire des conférences ou des tables rondes pour Ignition Programme, par exemple, ce genre de choses. Donc, ça, et puis après, du coup, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi qu'est-ce qu'on raconte sur nous, comment on se raconte. Et là, je pense que c'est un vrai plan marketing, en fait. Et ça reboucle avec ce qu'on disait aussi, que les recruteurs sont aussi les premiers vendeurs de l'entreprise. Voilà. Donc, ça nécessite quand même de se pencher sur un discours commun. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes une entreprise différente? Parce que même si parfois, quand on regarde certains sites, on a l'impression que finalement les startups ont toutes le même discours, elles sont toutes finalement assez différentes, et heureusement. Et donc, ce qu'il faut, c'est trouver le petit truc qui vous rend différent, réussir à l'expliquer de manière intelligible et sexy et simple et claire. Et ensuite, penser canaux de diffusion. Et là, il y a pléthore de possibilités. Voilà. Je sais pas si c'est parfait. Ouais. Voilà, donc je pense que Pierre, Ouais, merci beaucoup.